4 histoires vraies de lieux hantés. Capitulo 1. Le début de tout. En 1755, dans le village de Saint-Laurent, aux environs de Paris, la majestueuse maison des 7 morts se dressait comme une figure sombre et respectable, abritant la puissante famille Dubois. Le patriarche, Pierre Dubois, était connu pour sa rigidité et son obsession pour les rituels religieux, une pratique qu'il imposait sévèrement à sa famille. Son épouse, Madeleine, une femme douce et dévouée, soutenait en silence les excentricités de son mari, mais leurs enfants, Étienne et Claire, vivaient oppressés et étouffés par l'ambiance austère de la maison. Alors que Pierre croyait que sa foi protégeait la famille, le véritable mystère de la demeure commença à se dévoiler avec l'arrivée du père Arnaud, un jeune prêtre envoyé pour superviser la restauration de la vieille chapelle de Saint-Laurent. Sa présence fut d'abord perçue comme une bénédiction, mais Arnaud cachait un passé enveloppé de secrets, et une curiosité qui finirait par ouvrir des portes vers l'inconnu. Père Arnaud, âgé d'une trentaine d'années, était un homme à l'apparence sereine, mais avec une profondeur dans le regard qui semblait porter le poids de secrets inavoués. Né dans une petite ville des Alpes, il s'était toujours distingué comme un érudit dans les écoles religieuses. Bien qu'il ait été diplômé avec honneur, il y avait quelque chose en lui qui le séparait des autres clercs. Il s'intéressait non seulement à la doctrine chrétienne, mais aussi aux frontières entre le divin et le profane. Ses études l'avaient conduit à explorer les textes interdits de l'Église, des grimoires anciens qui parlaient de forces invisibles, de rituels occultes et des ombres du monde spirituel. Malgré son apparence humble et pieuse, Arnaud cachait une obsession personnelle, découvrir les mystères que l'Église avait enfouis. Il croyait que le mal n'était pas seulement une abstraction spirituelle, mais quelque chose de tangible qui habitait le monde des hommes, caché dans des lieux anciens et oubliés. Lorsqu'il apprit l'existence de la maison des 7 morts, avec son histoire pleine de secrets et de tragédies, il y vit une opportunité unique d'étudier la relation entre le mal qui hantait le lieu et les légendes sur les forces surnaturelles datant du Moyen Âge. Dès son installation dans la maison, Arnaud ressentit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au début, il tenta de balayer ses inquiétudes comme étant de simples impressions vagues, peut-être provoquées par l'atmosphère lugubre de la demeure. Mais au fil des jours, il commença à remarquer des signes plus évidents. Des bruits provenant de lieux vides, des chuchotements qui s'intensifiaient à la tombée de la nuit, et une sensation constante d'être observé. Avec son habitude méticuleuse de tout noter dans ses carnets, Arnaud commença à enquêter sur l'histoire de la propriété. Il découvrit que la maison avait été construite sur d'anciennes catacombes utilisées au XIIe siècle par des moines renégats. Ces catacombes, selon les récits, étaient le théâtre de rituels interdits, où des sacrifices humains étaient offerts pour invoquer des forces venues d'ailleurs. Cette découverte le poussa à plonger encore plus profondément dans ses études, explorant des documents que la plupart des prêtres auraient évités en raison de leur nature hérétique. Arnaud, cependant, ne voyait pas ces textes comme dangereux. Il croyait que la compréhension de ces pratiques sombres était essentielle pour affronter et vaincre le mal qui rôdait dans les coins oubliés du monde. Pourtant, son intérêt croissant pour l'occulte et les forces au-delà de la portée humaine commença à créer des tensions dans la maison. Pierre Dubois, toujours vigilant quant à la pureté spirituelle de sa famille, commença à se méfier du prêtre.
Arnaud, de son côté, était de plus en plus troublé par les choses qu'il voyait et entendait dans la demeure. Les ombres qu'il ne faisait que pressentir au début prirent forme, se déplaçant dans les couloirs la nuit. Des pas lourds résonnaient sur les sols de bois, et une présence invisible semblait suivre chacun de ses mouvements. Lorsqu'il tenta de partager ses découvertes avec Pierre, celui-ci l'accueillit froidement. Pierre croyait que le prêtre était influencé par des forces maléfiques et l'accusa d'avoir apporté le mal dans sa maison. La tension entre Arnaud et Pierre atteignit un point critique lorsque le prêtre mentionna la possibilité que la maison soit vraiment maudite, portant la marque des rituels des moines renégats. Pierre, dévot et rigide, voyait dans les paroles d'Arnaud une menace à sa foi et à la sécurité de sa famille. Quelques jours après cette discussion, le père Arnaud disparut mystérieusement, sans laisser de traces. La famille le chercha dans toute la maison jusqu'à ce que son corps soit retrouvé dans la cave. Il avait été brutalement assassiné, avec des signes horribles de torture. L'expression de terreur sur son visage était une marque indélébile de l'horreur qu'il avait affrontée. Son meurtre marqua le premier de nombreux événements surnaturels qui entraient la maison des 7 morts. Chapitre 2 – Le premier meurtre. Cette nuit d'hiver, la maison fut envahie par une sensation oppressante de malveillance, comme si une force invisible s'était éveillée d'un profond sommeil. La mort du père Arnaud ébranla profondément la famille Dubois. Pierre, Madeleine, Étienne et Claire restaient figés devant le corps mutilé du prêtre, qui gisait dans la cave, victime d'une fureur incompréhensible. Il y avait plus que de la simple brutalité dans cet assassinat, les marques sur son corps, les symboles gravés dans sa peau, rappelaient des rituels anciens, quelque chose de sombre et d'archaïque. La police locale, d'abord sceptique à l'égard des légendes entourant la maison, fut appelée pour enquêter, mais les preuves qu'ils découvrirent étaient déconcertantes. Aucun signe d'effraction ni d'intrusion extérieure, et la cave était verrouillée de l'intérieur. Qui aurait pu commettre une telle atrocité sans laisser de traces? Rapidement, les enquêteurs locaux se retrouvèrent dépassés, et bientôt la rumeur selon laquelle des forces surnaturelles étaient impliquées se répandit. Après l'enterrement du prêtre, le village de Saint-Laurent commença à murmurer sur la malédiction de la maison des 7 morts. Les anciens habitants se souvenaient des histoires chuchotées de génération en génération, des histoires de moines ayant conclu des pactes interdits, et du fait que le terrain de la maison était souillé par le sang sacrificiel. Quelques curieux et passionnés de l'occulte, attirés par les rumeurs d'activités paranormales, commencèrent à arriver au village, désireux d'explorer le mystère. Cependant, aucun d'entre eux n'osa passer une seule nuit dans la maison. Rien que la mention de la demeure faisait fuir les villageois, qui craignaient de croiser des forces malveillantes qu'ils croyaient plus anciennes que le village lui-même. À l'intérieur de la maison, la situation empirait chaque jour. Claire, tourmentée par des cauchemars récurrents d'une femme voilée de noir, commença à remarquer que les ombres dans la maison semblaient avoir leur propre vie. Elles bougeaient sur les murs, comme si quelque chose les guettait, toujours en dehors du champ de vision, toujours sur le point d'être perçues. Elle se réveillait en pleine nuit, sentant une présence à côté de son lit, une sensation de froid intense qui s'infiltrait dans ses os. La peur la paralysait, et elle évitait d'en parler à Pierre, craignant d'être discréditée, ou pire, considérée comme victime d'une possession, comme son père commençait à le suggérer. Étienne, quant à lui,
devenait de plus en plus replié sur lui-même. Les voix qu'il entendait autrefois comme des murmures l'appelaient maintenant clairement, répétant son nom pendant la nuit, toujours en provenance de la cave. Une nuit, il décida d'enquêter par lui-même. Descendant dans les profondeurs de la maison, il ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale tandis qu'il entendait les échos déformés de pas derrière lui, mais en se retournant, il ne trouva personne. Là, dans la cave où le corps d'Arnaud avait été découvert, il découvrit un compartiment secret, caché dans les murs de pierre. Derrière une paroi lâche, il trouva un petit autel, encore marqué de traces de sang séché et de symboles qu'il reconnut des anciens textes de magie noire. La peur se mêlait à la fascination, alors qu'il réalisait que les secrets de la maison étaient bien plus grands qu'il ne l'avait imaginé. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en découvrant cet autel, il avait activé quelque chose qui était en sommeil. Quelque chose qui attendait d'être libéré. Chapitre 3 – Le secret du passé. Après la découverte d'Étienne, lui et Claire décidèrent d'approfondir leurs recherches sur le passé de la maison. En fouillant les vieux livres de la bibliothèque familiale, ils trouvèrent le journal d'un architecte qui avait supervisé la construction originale de la propriété. Dans ses écrits, l'architecte relatait avec des détails troublants la présence de moines renégats, dirigés par l'abbé François, qui avaient été excommuniés de l'Église pour leurs expériences avec la magie noire et les rituels sacrificiels. Ils croyaient qu'en sacrifiant cette vie pure, ils pouvaient invoquer des entités puissantes et ainsi obtenir la domination sur le monde spirituel et physique. Le journal parlait de la construction des catacombes sous la maison, où les moines réalisaient leurs rites, et mentionnait un pacte conclu avec une entité ancienne. Cette créature, selon le texte, exigeait du sang et de la souffrance pour être maintenue endormie, et si le cycle des sacrifices était interrompu, elle se lèverait pour réclamer les vies qui lui étaient dues. Étienne et Claire se rendirent compte qu'ils se trouvaient au cœur d'une malédiction qui avait été mise en mouvement des siècles auparavant. À chaque mort, l'entité devenait plus puissante, et les décès d'Arnaud et de Madeleine avaient déjà servi de nourriture à cette force obscure. La santé mentale de Pierre, déjà fragilisée, s'aggrava après ces découvertes. Il commença à se convaincre que la maison elle-même était possédée, et que le seul moyen de salut était de procéder à un exorcisme complet. Il se retrancha dans son bureau, lisant compulsivement les écritures sacrées, tout en essayant de contacter des prêtres à Paris qui pourraient l'aider à purifier la maison. Cependant, à chaque rite qu'il accomplissait, la maison réagissait avec plus de violence. Les objets commençaient à bouger d'eux-mêmes. Les miroirs se brisaient sans raison apparente. Et les voix, autrefois entendues uniquement par Étienne, commencèrent à résonner dans les couloirs, riant et chuchotant des secrets sombres. Claire et Étienne comprirent qu'ils luttaient contre quelque chose de bien plus grand que de simples esprits tourmentés. Cependant, il était trop tard pour fuir. La malédiction les avait déjà emprisonnés entre ses murs. Ils découvrirent que Madeleine avait tenté de fuir avant sa mort, et que la mystérieuse maladie qui l'avait emportée était le résultat d'un empoisonnement lent, non par des mains humaines, mais par quelque chose de bien plus ancien. Chapitre 4 – Le désespoir. L'atmosphère dans le manoir était devenue insupportable. Pierre, de plus en plus paranoïaque, commença à croire que ses propres enfants conspiraient avec les forces maléfiques.
Il était convaincu que le sacrifice du père Arnaud avait marqué le début d'un rituel sombre, et qu'Étienne et Claire étaient des pions dans un jeu macabre orchestré par l'entité qui hantait la maison. Il se mit à les éviter, se cloîtrant dans son bureau ou dans la chapelle improvisée, où il priait sans relâche pour obtenir une protection. Étienne, mentalement ébranlé par les voix incessantes et les visions terrifiantes, révéla à Claire que les voix lui donnaient maintenant des instructions claires. Elle lui disait que la seule manière de briser la malédiction était de réaliser un sacrifice humain. Il commença à s'éloigner de sa sœur, et Claire, désespérée, se rendit compte que son frère était au bord de la folie. L'entité avait trouvé une brèche dans l'esprit d'Étienne et le manipulait désormais. Par une nuit de tempête, Étienne, complètement possédé par les voix, tenta de sacrifier Claire dans un rituel macabre qu'il croyait être la clé pour mettre fin au cycle de mort. Cependant, Pierre, dans un rare moment de lucidité, intervint. Le combat entre père et fils fut viol. Au milieu de la lutte, Étienne trébucha et tomba brutalement, se cognant la tête violemment. Il mourut sur le coup, devenant ainsi la troisième victime de la malédiction. Pierre, bouleversé par la mort de son fils, tomba dans le désespoir. Il était maintenant convaincu que l'entité qui hantait le manoir ne pouvait pas être exorcisée par des moyens traditionnels. Il croyait que le seul moyen de sauver sa fille serait de se sacrifier lui-même. Cependant, la terreur qui imprégnait la maison ne céderait pas si facilement. Chapitre 5 – Le dernier sacrifice. Pierre, complètement dévasté par la mort de son fils, croyait que la seule façon de sauver Claire et de mettre fin au cycle de violence était de s'offrir en sacrifice. Ces derniers jours furent marqués par des rituels frénétiques, alors qu'il lisait compulsivement d'anciens textes d'exorcisme et purifiait désespérément chaque pièce de la maison. Mais le manoir semblait se moquer de ses tentatives. Chaque prière, chaque rituel ne faisait qu'enrager davantage les forces maléfiques qui habitaient ces murs. Les voix qui appelaient autrefois Étienne murmuraient maintenant le nom de Pierre, le raillant et le provoquant alors qu'il luttait contre sa propre folie. Ce jour-là, Pierre décida qu'il n'y avait pas d'autre issue que d'offrir son propre sang à l'entité qui tourmentait sa famille. Il convoqua Claire dans la chapelle improvisée qu'il avait installée dans l'une des pièces du manoir. Là, avec des bougies vacillantes et une odeur d'encens envahissante, il se prépara à ce qu'il croyait être le sacrifice final. Il pensait qu'en se sacrifiant, il pourrait tromper la malédiction et protéger sa fille. Claire, confuse et terrifiée, tenta de l'arrêter, mais il était au-delà de toute raison. « Cette maison m'a tout pris, » murmura-t-il, le regard perdu, « mais elle ne te prendra pas, Claire. Je ne le permettrai pas. » Avec une lame en argent ancienne, que Pierre croyait bénie, il se poignarda en pleine poitrine devant Claire, s'effondrant au pied de l'autel qu'il avait érigé dans son désespoir. Son corps trembla convulsivement tandis que le sang coulait sur le sol, formant des motifs étranges qui semblaient se mouvoir d'eux-mêmes. Cependant, le sacrifice de Pierre n'eut pas l'effet qu'il espérait. Au lieu d'apporter la paix au manoir, la mort de Pierre déclencha une réponse terrifiante. La maison sembla prendre vie. Les murs se mirent à trembler, les portes claquèrent violemment, et des cris résonnèrent dans les couloirs, comme si les fondations même hurlaient de douleur. Claire, seule et paniquée, s'enfuit à travers les couloirs labyrinthiques du manoir,
poursuivis par des ombres grotesques qui se déplaçaient comme des entités vivantes. C'est alors que Claire, en pleine fuite, trouva une lettre cachée parmi les affaires de sa mère, Madeleine. La lettre, écrite d'une main tremblante, révélait un secret encore plus sombre que tout ce que l'on avait imaginé. Les moines qui avaient construit le manoir et accompli les rituels croyaient que le cycle des morts ne se terminerait qu'avec un 7e sacrifice. Mais ce dernier sacrifice ne pouvait pas être celui de n'importe qui. La malédiction exigeait le sang d'une personne pure et innocente, et ce sacrifice final devait être celui de Claire. L'horreur de la vérité frappa Claire comme un coup de massue. Depuis le début, elle avait été la véritable cible de la malédiction. Les autres morts, celles du père Arnaud, de sa mère, de son frère et même de son père, n'étaient que des étapes nécessaires pour mener la malédiction à son apogée. Le moment où Claire serait offerte en tant que sacrifice final, mettant fin au pacte démoniaque et libérant l'entité des profondeurs de la terre. Désespérée, Claire courut à travers le manoir, tentant de trouver une issue. Cependant, la maison semblait avoir changé de configuration, avec des couloirs qui s'étendaient à l'infini et des portes menant à des endroits où il n'y avait auparavant rien. Les ombres continuaient de la poursuivre, et les voix, maintenant assourdissantes, appelaient son nom avec un zèle morbide. Finalement, Claire se retrouva dans le grand salon du manoir, le même endroit où elle avait passé son enfance. Mais désormais, l'espace était déformé, envahi par une obscurité qui semblait pulser comme un cœur maléfique. Au centre du salon, une figure attendait, la femme au voile noir, celle que Claire voyait dans ses cauchemars depuis la mort du père Arnaud. L'entité tendit la main vers Claire, comme si elle l'invitait à accomplir le sacrifice final. Mais Claire, dans un moment de pur désespoir, refusa de se soumettre au destin qui lui était destiné. Avec une force qu'elle ignorait posséder, elle courut vers la cheminée du manoir, où elle savait qu'était caché un ancien grimoire qu'Arnaud avait laissé derrière lui. Dans ces textes profanes, il y avait une dernière solution, une invocation désespérée qui pourrait libérer l'âme d'un sacrifice destiné, mais à un prix terrible. Récitant les paroles en plein chaos, Claire invoqua l'entité, mais pas en tant que sacrifice. Elle l'appela comme une offrande d'âme en échange de son propre corps. Les flammes de la cheminée grandirent alors que le manoir s'effondrait autour d'elle. L'entité, furieuse, prit la forme de la femme au voile noir, se révélant désormais comme une figure grotesque faite d'ombre et de flammes. Au moment où Claire termina l'invocation, les murs du manoir explosèrent en une lumière aveuglante, et une vague de force projeta tout autour. La maison s'effondra dans un rugissement assourdissant, englouti par les ombres qui l'habitaient. Histoire 2, le manoir des perdus. Chapitre 1, l'arrivée. Sophia et sa famille, composée de ses parents, Robert et Clara, ainsi que de son jeune frère, Lucas, se déplacent vers une vaste propriété victorienne qu'ils viennent d'hériter d'un parent éloigné, le mystérieux oncle Auguste. La maison est nichée au cœur d'une forêt dense, loin des routes principales, et se distingue par son architecture imposante mais démodée. Les premières impressions de la famille sont mitigées. Tandis que Robert est fasciné par l'histoire potentielle de la maison, Clara est plus inquiète par son état de délabrement apparent. Dès leur arrivée, ils sont frappés par une atmosphère de désuétude. Les meubles anciens, recouverts de drap blanc, semblent figés dans le temps,
et une couche de poussière recouvre chaque surface. Un silence pesant règne, interrompu seulement par le craquement occasionnel des poutres en bois. À la nuit tombée, alors qu'il s'installe, des bruits étranges commencent à se faire entendre. Des chuchotements indistincts venant des murs épais, que Lucas attribue d'abord à son imagination. Mais bientôt, les chuchotements deviennent plus fréquents et plus distincts, perturbant la tranquillité de la maison. Chapitre 2 – Les chuchotements. Le lendemain, Sophia décide d'explorer le grenier pour mieux comprendre l'histoire de la maison. Elle y découvre une vieille boîte en bois, poussiéreuse mais intacte. À l'intérieur, elle trouve un ensemble de lettres jaunies et de journaux intimes datant du début du XXe siècle. Les écrits décrivent des événements troublants, la tragédie qui a frappé l'ancienne famille résidente, une série de morts mystérieuses et de disparitions qui ont marqué le manoir. Les lettres font état de tensions croissantes au sein de la famille, avec des membres qui se sont évanouis sans laisser de traces et des morts inexplicables. Alors que Sophia lit ces histoires effrayantes, elle commence à avoir des cauchemars perturbants. Dans ses rêves, les ombres du manoir prennent vie, se mouvant dans les coins obscurs de la maison et chuchotant des avertissements qu'elle peine à comprendre. Chapitre 3 – La révélation. Les cauchemars de Sophia deviennent de plus en plus vivants et terrifiants. Elle rêve d'une femme en pleurs, vêtue d'une robe d'époque, qui erre désespérément dans les couloirs du manoir, suppliant Sophia de l'aider. Les rêves sont si réalistes qu'elle se réveille souvent en sursaut, son cœur battant la chamade. Décidant de mener une enquête plus approfondie, Sophia plonge dans les documents historiques laissés dans la boîte. Elle découvre des indices sur une secte obscure qui a occupé la maison il y a plus d'un siècle. Cette secte, connue sous le nom de les élus de l'éternité, avait pratiqué des rituels occultes dans le but de gagner l'immortalité. Les rituels avaient échoué, entraînant la mort violente des membres et la damnation de leurs âmes, qui seraient désormais condamnés à errer dans la maison. Chapitre 4 – La connexion. À mesure que la famille s'adapte à la vie dans le manoir, ils commencent à vivre des expériences paranormales de plus en plus fréquentes. Des portes se claquent toutes seules, des objets se déplacent sans raison apparente, et des apparitions de figures déformées se manifestent la nuit. Clara, qui au début était sceptique, devient de plus en plus inquiète pour ses enfants. Sophia continue ses recherches et trouve une référence à un ancien rituel capable de libérer les âmes piégées dans le manoir. Elle découvre que le rituel doit être réalisé à la même date que celle de la tragédie originale pour être efficace. La nuit du rituel est marquée par une série de phénomènes étranges, des bruits de pas inexplicables, des murmures croissants et une ambiance de plus en plus oppressante. Sophia se prépare à accomplir le rituel malgré la peur croissante qui l'envahit. Chapitre 5 – La libération. Le jour du rituel, la maison est enveloppée d'une énergie sombre et oppressante. Les membres de la famille se rassemblent dans le grand salon, où Sophia a préparé le cercle rituel avec précision en se basant sur les instructions des journaux. Le manoir semble réagir de manière hostile à chaque étape du rituel. Des cris stridents retentissent, les lumières vacillent, et des apparitions fantomatiques se font de plus en plus agressives. Alors que le rituel progresse, la tension atteint son paroxysme. Sophia, avec l'aide de sa famille, parvient finalement à accomplir les derniers rites. Un éclat de lumière intense et un fracas terrifiant résonne dans toute la maison. Les âmes des victimes sont libérées,
et un calme étrange succède à l'agitation. Cependant, avant de disparaître complètement, les esprits laissent derrière eux un dernier message d'avertissement, gravé dans les murs de la maison. Le manoir est désormais en paix, mais le prix de la liberté est lourd. La famille comprend alors que la paix retrouvée a un coût élevé, mais ils sont reconnaissants d'avoir pu mettre fin à la tourmente qui régnait dans le manoir. Avec un dernier regard vers les ombres disparues, ils quittent le manoir, prêts à commencer une nouvelle vie, loin des horreurs du passé. Histoire 3, l'hôtel de minuit. Chapitre 1, la réservation. Anna et ses amis décident de se réunir dans un hôtel historique et isolé. L'endroit respire un luxe décadent avec son architecture victorienne, mais il y a quelque chose de troublant dans l'air. Dès le début, de petits détails semblent déplacés. Les couloirs sont trop longs, les portes grincent comme si l'hôtel respirait, et les employés évitent de regarder directement les clients. La première nuit, des rires étouffés résonnent dans les couloirs vides, suivis de coups légers sur les portes des chambres qui cessent avant que quelqu'un puisse ouvrir. Lorsqu'Anna se réveille d'un cauchemar inexplicable, elle remarque quelque chose. Toutes les fenêtres sont verrouillées de l'extérieur. Chapitre 2, l'histoire sinistre. En explorant la bibliothèque de l'hôtel le lendemain, Anna trouve un vieux livre qui raconte l'histoire du lieu. L'hôtel a été construit sur un terrain maudit, où un asile pour personnes démentes avait été détruit par un incendie. Beaucoup de patients n'ont jamais été retrouvés. Anna découvre qu'au moment de son ouverture, des clients ont commencé à disparaître mystérieusement, y compris le directeur original, obsédé par des rituels occultes et l'idée de capturer des âmes. Des rumeurs disent qu'il aurait réalisé des sacrifices humains dans les catacombes sous l'hôtel. Lorsqu'Anna raconte cette histoire à ses amis, l'air de la pièce semble se refroidir, et des ombres se déplacent sans source de lumière. Chapitre 3, l'éveil des ombres. Au fil des jours, les expériences surnaturelles deviennent plus intenses et effrayantes. Un des amis d'Anna, Marcos, voit une silhouette sombre dans sa chambre, l'observant depuis un coin obscur. Le miroir reflète des visages inconnus qui disparaissent lorsque quelqu'un s'en approche. Au petit déjeuner, les employés de l'hôtel commencent à agir de manière étrange, chuchotant entre eux dans une langue incompréhensible. Anna trouve un symbole étrange gravé sur le bois de son lit, le même symbole décrit dans le livre comme faisant partie des rituels macabres réalisés par l'ancien directeur. La sensation d'être surveillé s'intensifie, et ses amis commencent à faire des crises de panique. Chapitre 4, le siège. La terreur atteint son apogée quand Anna et ses amis essaient de quitter l'hôtel, mais toutes les sorties sont inexplicablement bloquées. Le plan des couloirs semble changer, les ramenant toujours au même endroit. Un de leurs amis disparaît dans l'un de ces couloirs interminables, laissant derrière lui seulement des cris résonnant à travers les murs. L'hôtel commence à se déformer, le papier peint semble respirer, les murs craquent comme s'ils étaient faits de chair vivante, et des figures spectrales et distordues émergent des ombres. Anna et les amis restants comprennent que le directeur n'a jamais quitté l'hôtel. Il contrôle l'endroit, emprisonnant de nouvelles âmes pour nourrir son pouvoir maléfique. Chapitre 5, la fin du cycle. En désespoir de cause, Anna suit une piste laissée dans le livre sur la manière de libérer les âmes piégées dans l'hôtel. Il découvre une chambre secrète,
l'ancien bureau du directeur, rempli de symboles de protection affaiblis et de crânes humains. Un de ses amis commence à agir de manière étrange, comme s'il était contrôlé par l'entité du directeur. Anna doit réaliser un ancien rituel qui implique un sacrifice et une confrontation avec les âmes emprisonnées. Au moment Saint-Pétersbourg, Russie, 1850. L'hiver était particulièrement rigoureux cette année-là, recouvrant la ville d'une épaisse couche de neige et de glace. Les rues pavées brillaient à la lumière des lanternes à gaz, tandis que le vent perçant semblait murmurer des secrets anciens. Nikolai Ivanov, un homme sceptique et pragmatique, descendait d'une calèche avec une expression impassible, son esprit fixé uniquement sur l'urgence des affaires. Il avait reçu une lettre l'informant du décès de sa grand-mère et de l'héritage de l'ancienne maison familiale, située dans un quartier moins fréquenté de la ville. En entrant dans la maison, Nikolai ressentit immédiatement le poids de l'histoire que ses murs portaient. La maison, avec son architecture ancienne et décorée de tapisseries et de meubles poussiéreux, semblait s'étendre à l'infini dans un labyrinthe de pièces sombres et de couloirs étroits. Il se souvenait vaguement des histoires que sa grand-mère racontait sur un esprit protecteur appelé Domovoy, mais il les considérait toujours comme de simples légendes pour effrayer les enfants. Nikolai commença à examiner la propriété, son regard critique évaluant la valeur potentielle de chaque objet ancien. La maison, bien que vieillie par le temps, conservait une certaine élégance. D'un signe de dédain, il ignora les rituels et les traditions que sa grand-mère avait mentionnés comme nécessaires pour maintenir la paix avec le Domovoy. Superstition ancienne, murmura-t-il pour lui-même. Dans les premiers jours, Nikolai ne remarqua rien d'inhabituel, mais au fil du temps, il commença à percevoir des événements étranges. Des objets se déplaçaient seuls, une chaise semblait glisser d'un endroit à l'autre, et une petite boîte à musique se mettait à jouer seule la nuit. Des chuchotements résonnaient dans les couloirs, et des ombres dansaient sur les murs, même sans source de lumière visible. Nikolai attribua ces phénomènes à l'usure de la maison et à son propre esprit fatigué. Cependant, la sensation d'être observé ne disparaissait pas. Il tenta d'ignorer les événements, mais à mesure que le malaise grandissait, son scepticisme commençait à vaciller. Une nuit, alors que Nikolai lisait dans sa bibliothèque, le bruit de pas furtifs attira son attention. Il se leva et se dirigea vers le couloir, où il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, une petite créature aux yeux brillants et au sourire malicieux. Le Domovoy, avec son apparence particulière et inquiétante, se tenait devant lui. L'esprit semblait à la fois curieux et irrité. « Qui êtes-vous » demanda Nikolai, sentant un frisson dans le dos. « Je suis le Domovoy » dit l'esprit d'une voix qui ressemblait à un chuchotement mélangé à un cri lointain. « Cette maison est maudite en raison de ton manque de respect. » Le Domovoy révéla à Nikolai qu'en ignorant les rituels, il avait rompu l'équilibre de la maison, et maintenant elle était sous une malédiction affectant non seulement la propriété, mais aussi ceux qui y résidaient. L'esprit expliqua que, pour briser la malédiction, Nikolai devait réaliser un ancien rituel et demander pardon. Désespéré, Nikolai chercha davantage d'informations sur le rituel. Il trouva un vieux manuscrit dans un tiroir oublié, écrit dans une langue ancienne et difficile à comprendre. Les détails étaient vagues, mais mentionnaient des offrandes et des mots de repentance. Nikolai se prépara au rituel avec réticence, mais l'intensité croissante des événements étranges l'obligea à agir. Il suivit les instructions du manuscrit, en rassemblant des objets spécifiques tels que du pain, du lait et une bougie rouge. Par une nuit de pleine lune, il traça des symboles anciens sur le sol du salon principal et fit une prière, demandant pardon au Domovoy. Pendant le rituel, les ombres semblaient prendre vie, et les chuchotements s'intensifiaient. Nikolai sentit une présence écrasante autour de lui, comme si les murs de la maison respiraient. Au climax du rituel, il regarda le Domovoy, espérant une réaction. Après avoir terminé le rituel, l'atmosphère dans la maison commença à changer. Les chuchotements diminuèrent, et les objets cessèrent de se mouvoir. Nikolai, soulagé, ressentit une paix temporaire. Cependant, il savait que le processus était seulement au début. Alors qu'il tentait de reprendre une vie normale,
il commença à entendre des rumeurs dans la ville sur des événements étranges dans d'autres maisons anciennes. Il se retrouva impliqué dans des discussions avec des personnes ayant également vécu des expériences surnaturelles. C'est alors qu'il comprit que la malédiction du Domovoie n'était pas unique, mais faisait partie d'un réseau plus vaste d'événements inexplicables. Accompagné de sa nouvelle amie, Elena, une jeune spiritualiste qui croyait aux histoires de sa grand-mère, il commença à enquêter sur d'autres maisons maudites. Elena le présenta à un groupe de personnes ayant également affronté des entités surnaturelles. Parmi eux se trouvait Alexei, un ancien professeur d'histoire locale avec une vaste connaissance des légendes russes. Maria, une voyante ayant passé des années à étudier l'occulte. Ensemble, ils formèrent une équipe dédiée à comprendre et affronter les phénomènes surnaturels à Saint-Pétersbourg. En enquêtant, ils découvrirent que la malédiction du Domovoie était liée à un ancien culte qui avait été exterminé des décennies plus tôt. Le culte avait utilisé le pouvoir des esprits pour contrôler et terroriser les gens, et le Domovoie était l'une des entités qui avait échappé à leur contrôle. Avec l'aide d'Alexei et d'Ivan, le groupe parvint à traduire davantage de parties du manuscrit et à découvrir plus sur les rituels nécessaires pour apaiser l'esprit. Un nouveau rituel était nécessaire, impliquant la purification de la maison et l'expulsion des entités malveillantes. L'équipe prépara le rituel final avec grand soin. Ils utilisèrent toutes les ressources et connaissances disponibles pour s'assurer que tout soit réalisé correctement. Le rituel eut lieu par une nuit de tempête, lorsque le vent et la pluie semblaient amplifier l'intensité de l'événement. Pendant le rituel, le Domovoie apparut à nouveau, mais cette fois-ci il semblait plus calme. Nikolai et ses alliés affrontèrent la présence de l'esprit, réalisant les offrandes et récitant les mots de purification. La bataille spirituelle fut intense, l'esprit résistant et les ombres luttant contre la lumière. Finalement, l'esprit du Domovoie fut apaisé et la malédiction fut brisée. La maison retrouva sa paix, et Nikolai ressentit un profond soulagement. L'influence négative disparut, et les événements étranges cessèrent. Nikolai se rendit compte que l'expérience avait changé sa perspective. Il devint plus ouvert aux histoires et traditions qu'il avait autrefois méprisées. Avec le soutien de ses nouveaux amis et alliés, il décida d'utiliser ses connaissances et son expérience pour aider d'autres personnes confrontées à des phénomènes surnaturels. La maison de Nikolai devint un lieu de refuge et d'étude pour ceux qui cherchaient à comprendre le monde spirituel. Nikolai, désormais respecté comme un connaisseur de l'occulte, passa à enseigner l'importance de respecter les traditions et de comprendre les forces au-delà de la compréhension humaine.
أشهد أن لا إله